Bonjour à tous. Le 21 novembre, nous devions tenir l'atelier philo de la Maison Hirondelle et nous en avons été empêchés par les intempéries. Il y avait beaucoup de neige et nous avons préféré annuler cet atelier plutôt que de risquer d'aller glisser sur des routes incertaines. Voilà. Et donc, j'ai pensé qu'il était préférable de le faire par vidéo, cet atelier, donc de vous dire ici ce dont j'avais l'intention de vous entretenir le 21 novembre. Le prochain atelier aura lieu non pas comme c'est annoncé le 19 décembre, mais le 12 décembre, puisque le 19 se tiendra à Vallon une réunion publique à laquelle je dois aussi participer, organisée par le Cercle Condorcet, qui accueillera l'universitaire Jérôme Maucourant pour parler de la société de marché. Voilà. Alors, le titre de la conférence que j'avais prévue était un philosophe sur le bûcher. Et en effet, le 17 février 1600, l'hérétique impénitent, puisque c'est ainsi qu'il était caractérisé, Giordano Bruno, est brûlé sur la place du Campo dei Fiori. C'est une petite place de Rome, pas très loin du Tibre, et on peut rejoindre le quartier du Trastevere par une petite passerelle assez facilement. Et cette place est à côté d'une autre place, elle beaucoup plus majestueuse, qui est la Piazza Navone. Et sur cette place du Campo dei Fiori s'élève aujourd'hui une statue, une grande statue en bronze, majestueuse, de Giordano Bruno, dans son habit de dominicain. Cette statue a été inaugurée en 1889, le jour de la Pentecôte d'ailleurs, par une grande manifestation. Une collecte internationale avait été faite pour financer la statue, et la manifestation rassemblait tout ce que l'Italie comporte de laïcs, de francs-maçons, de républicains, d'anticléricaux notoires, et même certains membres du gouvernement étaient présents, qui avaient participé à la collecte pour l'érection de cette statue. Voilà. Alors on peut toujours admirer la statue de Giordano Bruno, parfois il y a des fleurs, il y a des textes au pied de cette statue, et sur le socle de la statue est écrit ceci, à Giordano Bruno, qui fut ici brûlé, lui qui a deviné le siècle. Le siècle c'est le nôtre, évidemment, pour ceux qui ont érigé la statue, c'était le 19e siècle. Voilà. Alors, qui est cet hérétique impénitent de Giordano Bruno? Il n'est pas très connu en France, puisque personne n'a encore jugé bon de mettre Giordano Bruno au programme des études de philosophie. Pourtant, c'est un homme extrêmement important à plusieurs égards. D'abord, sur le plan de la philosophie, c'est un philosophe errant, comme on va le voir, mais un philosophe qui joue un rôle très important et dont on trouve des prolongements chez d'autres philosophes qui d'ailleurs ne le citent pas parce que Giordano Bruno sent un peu le soufre. Citer un philosophe qui a été brûlé comme hérétique impénitent, ce n'est pas très malin quand on veut ne pas avoir trop d'ennuis avec la censure. En tous les cas, beaucoup de philosophes postérieurs à Giordano Bruno reprennent certaines de ses idées. Et puis c'est aussi un théoricien, plus qu'un observateur, mais un théoricien de la cosmologie, hein. Il va être en quelque sorte la dernière étape avant Galilée. C'est lui qui va élaborer l'idée d'un univers infini, composé d'une infinité de mondes et qui sont en mouvement permanent les uns par rapport aux autres. Voilà. Alors, Giordano Bruno, je l'ai dit, c'est un philosophe errant. Alors, il est né dans une famille très modeste, à Nola, en Campanie, donc c'est pas très loin de Naples. Il va faire ses études à Naples, à suivre l'école élémentaire à Naples, et puis ensuite, parce qu'à l'époque, on pouvait aider les enfants à faire des études, hein, c'est pas d'hier tout ça. Il s'est retrouvé à Naples, où il va poursuivre ses études, et à l'âge de 17 ans, il va rentrer chez les Dominicains. C'est d'ailleurs un peu curieux parce que c'est un âge assez tardif pour rentrer chez les Dominicains. Les enfants d'origine modeste qui se préparent à rentrer dans les ordres entrent généralement plus tôt. Et puis, il rentre chez les Dominicains à un moment où, il a déjà des doutes sur les dogmes de l'Église catholique. Il dira plus tard qu'il ne croyait déjà plus à la Sainte Trinité et à quelques autres des fadaises, pour lui, de l'Église catholique. Et chez les Dominicains, il va avoir
va mener ses études, hein, il va rencontrer d'ailleurs au cours de ses études des gens qui vont l'influencer, mais très rapidement il va avoir des ennuis avec sa hiérarchie. On va le convoquer dans un premier procès, puis dans un deuxième procès, parce que ses opinions semblent hérétiques. Elles semblent hérétiques parce que, alors c'est très curieux, parce que pourtant c'est un bon catholique, parce qu'il est un disciple d'Érasme, hein, le grand humaniste, et tous ces travaux de l'époque sont imprégnés de la pensée d'Érasme. Bon, au bout d'un moment, donc, il va en avoir assez, et il va fuir ce couvent des dominicains, il va envoyer balader son froc de moine, hein, c'est donc un défroqué qui part sur les routes d'Europe. Alors, je vais vous passer rapidement un peu toutes les étapes, hein. Il va se retrouver, il va parcourir l'Italie, il va s'arrêter à Rome, par exemple. Alors c'était assez facile à l'époque de voyager, surtout quand on était encore moine en fait ici. On peut vous trouver asile dans les couvents, dormir dans le couvent, trouver là des frères qui vont vous aider à passer à la ville ultérieure par exemple. Et à Rome, il va aussi y avoir des ennuis, alors des ennuis de toutes sortes, hein, des ennuis philosophico-religieux. On va très vite se rendre compte que c'est un drôle de paroissien, ce Giordano Bruno, et il va ensuite être accusé, semble-t-il à tort, hein, d'avoir jeté au Tibre un frère qui l'avait un peu insulté. Voilà. Donc il va fuir Rome, il va traverser l'Italie, il va essayer de trouver refuge ici et là, puis finalement on va le retrouver à Genève. Alors c'est intéressant parce que Genève, c'est quoi à l'époque? C'est la capitale du calvinisme. Hein. Et chose très intéressante, Giordano Bruno, qui est plus qu'en froid avec l'Église catholique, hein, puisqu'il en rejette les dogmes essentiels tout de même, va à Genève trouver encore pire que les catholiques. Et il va considérer que les protestants, finalement, sont plus sectaires et plus fanatiques encore que l'Église catholique. Ça va jouer dans son évolution ultérieure. Et puis il va continuer, il va se retrouver par exemple à Toulouse, où il va enseigner. Alors Toulouse, c'est à l'époque une grande ville universitaire, hein. On va dire c'était la ville de Pétrarque aussi par exemple. Non. Et de Toulouse, sa renommée va atteindre la cour d'Henri III, et à la cour d'Henri III, Giordano Bruno va être appelé par le roi lui-même. Pourquoi est-ce qu'il va être appelé par le roi? Parce que Giordano Bruno a la réputation de s'y connaître dans ce qu'on appelait à l'époque les arts de la mémoire. Les arts de la mémoire. Voilà. Giordano Bruno connaît toute une série d'astuces. Alors c'est quelque chose sur lesquels les auteurs anciens travaillaient beaucoup, hein, toute une série d'astuces pour mémoriser des textes, pour mémoriser des situations, pour mémoriser tout ce qu'on peut mémoriser, tout ce qu'aujourd'hui on a renoncé à mémoriser, parce que dès qu'on a un problème, on cherche dans notre moteur de recherche préféré la solution, mais à l'époque ils n'ont pas d'internet. Quand on est un moine errant comme Giordano Bruno, on ne se trimballe pas avec sa bibliothèque, donc il n'a pas de livres à sa disposition, donc il a appris par cœur des dizaines de textes. Il pourra citer Aristote et les auteurs antiques pratiquement sans faute, hein, comme s'il les avait à côté de lui. Voilà. Alors cette capacité de mémoire prodigieuse, eh bien, va lui valoir une renommée et Henri III va l'inviter à venir à Paris. Et il va s'installer à Paris un petit moment. Il va rencontrer Henri III, il va être dans un milieu qui est compliqué à l'époque, hein, mais en même temps très ouvert, parce qu'Henri III avait établi une sorte de modus vivendi entre l'Église prétendument réformée, hein, la RPR, comme on disait, et d'autre part les catholiques. Il y a une sorte de pacification qu'avait fait Henri III, qui va d'ailleurs pas tenir, hein, comme on le sait, mais il avait pacifié un peu les relations entre les deux grands groupes, et on a une atmosphère de discussion assez ouverte, mais qui va vite se tendre, et Giordano Bruno va profiter de l'aubaine, il va monter dans les bagages d'un nommé de Castelnau, qui est envoyé comme ambassadeur en fait à Londres. Et donc il va se retrouver à Londres. Voilà. Et alors Londres, c'est peut-être la partie la plus fondamentale de la vie de Giordano Bruno. C'est à Londres que, il va rencontrer et polémiquer avec les docteurs d'Oxford, qui sont généralement pas spécialement éclairés, hein, c'est plutôt des dogmatiques qui récitent le catéchisme
de l'Église catholique et de la tradition religieuse, et pas seulement catholique, et qui ne veulent surtout pas le remettre en cause. Et Giordano Bruno va avoir de nombreuses discussions avec eux. Il les prend un peu pour des ânes, quand même. Il y a quelques textes où ils sont caricaturés, c'est le docteur d'Oxford, mais ça va lui donner l'occasion de rédiger quelques-uns de ses textes les plus importants, ceux dans lesquels il va exposer sa doctrine, et en particulier l'un qui s'appelle le Dîner des Cendres, la Cena dei Ceneri, et puis il va également rédiger une polémique contre les protestants, l'expulsion de la bête triomphante, et beaucoup d'autres textes qui sont les textes les plus essentiels de Giordano Bruno. Et donc Londres, c'est une période extrêmement fructueuse, mais là aussi, à force d'avoir mauvais caractère et surtout de ne pas se plier aux conventions et au conformisme de l'époque, et bien Giordano Bruno va quitter Londres. Il va rentrer à Paris, où là, il va s'apercevoir très vite qu'on ne peut plus rester, parce que cette fois, entre catholiques et protestants, la guerre est ouverte. Et puis, il va mener une vie un peu errante en Europe, notamment il va faire plusieurs séjours en Allemagne, et en particulier à Munich. À Munich, qui est le royaume de Bavière à l'époque, qui est un royaume indépendant. Aujourd'hui même encore, la Bavière a un statut particulier en Allemagne. Si vous dites à un Allemand, je suis allé en Allemagne parce que j'étais à Munich, il vous rectifiera en disant non, vous êtes allé en Bavière, pas en Allemagne. La Bavière, c'est quelque chose d'à part, et le roi de Bavière avait la réputation de tolérance. Il avait accueilli notamment des philosophes un peu en froid avec l'Église catholique. C'est lui notamment, c'est à la cour du roi de Bavière qu'avait trouvé refuge Guillaume d'Occam, philosophe anglais, classé un peu comme hérétique lui aussi. Jean de Jandin aussi, qui est un philosophe parisien, tout aussi hérétique, puisqu'il était soupçonné d'être un avéroïste, c'est-à-dire un disciple d'Averroès. Bref, la cour de Bavière a cette tradition d'accueillir les hérétiques, bien que, comme vous le savez certainement, la Bavière soit un pays extrêmement catholique. Voilà. Et de Bavière, eh bien, progressivement, l'idée va venir à Bruno de revenir en Italie. Alors il veut revenir en Italie pour diverses raisons. D'abord parce qu'il a reçu une invitation à aller à Venise par un noble vénitien qui s'appelle Mocenigo, qui veut l'embaucher pour qu'on lui apprenne les arts de la mémoire encore. Et puis, il y a une deuxième idée qui trotte dans la tête de Giordano Bruno à l'époque, c'est retourner à Venise, c'est le moyen d'essayer de trouver un accord avec l'Église catholique. Je crois qu'il en a un peu assez de cette vie errante, il a beaucoup de travaux en cours, il a déjà écrit beaucoup de choses, il voudrait pouvoir un peu philosopher en paix, je crois. Donc son idée, c'est de trouver un accord avec l'Église catholique. Et c'est pas une idée idiote, parce que l'Église catholique n'est pas du tout aussi sectaire, aussi fermée qu'on pourrait le croire. Au XIXe siècle, au XVIIIe, la polémique anticléricale avait fait de l'Église catholique une sorte de monstre de fanatisme. C'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup de discussions à l'intérieur de l'Église, et tant que on respecte un certain nombre de codes, par exemple ne pas s'adresser au grand public, ne s'adresser qu'à un public de clercs, en latin si possible, eh bien la discussion est possible. Et nous devons quand même reconnaître que c'est dans le cadre des institutions religieuses catholiques que s'est formé l'essentiel de la philosophie moderne. Voilà. Et donc l'idée de Bruno n'est pas du tout stupide, il espère retrouver un accord. Bon, voilà. Et puis il arrive à Venise, et très rapidement, Mocenigo, en fait, on ne sait pas du tout quel était l'objectif de ce Mocenigo quand il l'a invité. En tous les cas, Mocenigo le dénonce à l'Inquisition, sous prétexte qu'il a nié la divinité du Christ, qu'il a nié la Sainte Trinité, etc., etc. Choses qui vont le conduire à aller directement dans les prisons de l'Inquisition à Venise. Première phase, donc nous sommes là en 1592. Il va y avoir toute une série d'interrogatoires, et puis, chose un peu particulière, parce que l'Inquisition était une institution décentralisée, eh bien pour une fois,
au lieu que ce soit l'Inquisition de Venise qui juge Bruno, elle le transfère à Rome. Alors ça, c'est plus sérieux quand même comme affaire. Les inquisitions avaient des politiques diverses. Hein. L'inquisition espagnole, par exemple, c'était la pire. Les inquisitions italiennes, on pouvait avoir des inquisitions plus ou moins clémentes, hein, si j'ose dire, puisque le pape, à l'époque de Bruno, s'appelait Clément. Voilà. Et il va être transféré en Italie, à Rome, et à Rome, il va y rester jusqu'en 1600. Il va donc passer 8 ans en prison. Alors, je passe les détails, hein, qui ne sont pas très utiles pour l'heure. Il faut savoir qu'on a essayé d'obtenir de lui qu'il se rétracte, qu'il abjure ses positions, et puis il va d'abord le faire, parce que il a envie de sortir, hein. Et puis au moment de signer, généralement, il revient sur ses et il dit non, finalement je suis pas d'accord à ce que je viens de signer là, et il maintient ses positions. Et ça va durer pendant 8 ans, jusqu'à la fin de 1599, où là, de guerre lasse, eh bien, la papauté va décider que cet homme est un hérétique impénitent, il refuse de se repentir, et ils vont le livrer au bras séculier. Et c'est donc, alors, c'est-à-dire qu'on va le mettre sur le bûcher. Alors je signale en passant que c'est pas l'Église qui brûle les hérétiques. Hein. L'Église ne va pas se salir les mains dans des choses aussi horribles que de tuer des hommes. Donc elle refile le bébé à la puissance civile qui administre Rome à l'époque. Hein. Rome était un État pontifical, mais il y a une administration civile de Rome. Voilà. Et c'est donc la ville de Rome qui est chargée de brûler Giordano Bruno. D'ailleurs, Giordano Bruno, au moment où on lui lit la sentence, Giordano Bruno dit à ses bourreaux, à ceux qui l'ont condamné, vous tremblez plus que moi. Et vous tremblez plus que moi parce que, en réalité, ils ont peur de ce que Giordano Bruno est, représente et va avoir comme prolongement dans la suite des événements. Voilà. Et donc Giordano Bruno monte sur le bûcher. Sur ce bûcher, eh bien, on raconte que quand on lui a présenté le crucifix, il l'a rejeté avec un visage torve, dit un observateur assez défavorable à Bruno, et il est mort ainsi, et il est devenu, en mourant ainsi, un héros de la libre pensée, c'est-à-dire un héros de cette pensée qui refuse de se soumettre au dogme. Alors, la pensée de Giordano Bruno ne tombe pas du ciel quand même, si j'ose dire. Il n'est pas le premier à développer les idées qu'il a développées. Si on cherche pas trop loin en arrière, alors on a un premier personnage qui, dans les années 1400, va développer l'idée que l'univers est infini et que la Terre se meut dans cet univers infini. Et ce personnage, curieusement, est un légat du pape, cardinal de son état, qui s'appelle Nicolas de Cuse. C'est un Allemand, qui va écrire d'ailleurs un livre qu'on peut toujours lire avec grand intérêt, qui s'appelle La Doctignorance. Et Nicolas de Cuse développe cette idée d'un univers infini. Alors ça, c'est pas du tout une question secondaire que l'univers soit infini. Pour Aristote, l'univers était fini. Pour la plupart des Grecs, sauf les épicuriens, je vais y revenir après, l'univers est fini. Parce que l'infini, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est ce qui n'a pas de limite. L'Église va reprendre cette idée d'un univers fini, en justifiant ainsi, en disant, de toute façon, il y a forcément moins dans l'effet que dans la cause, et l'univers ne peut pas être infini, parce que si l'univers, le monde, était infini, il serait coextensif à Dieu. Donc on ne pourrait pas séparer le créateur de la création, et ça ne va pas du tout avec le dogme. Bon, alors Nicolas de Cuse reprend cet argument et dit, mais Dieu est quand même plus fort que vous ne le croyez, les gars. Quand il est capable de créer un univers qui soit infini. Bon, alors ça passe à l'époque, hein. Personne ne fait attention aux thèses de Nicolas de Cuse. En plus, c'est un noble personnage de l'Église, hein. C'est quelqu'un qui est à peu près intouchable. Bon, en tous les cas, il est le premier à dire que l'univers est infini. Et effectivement, si l'univers est infini, il n'y a pas de centre, donc la Terre n'est pas au centre de l'univers. Et on peut parfaitement admettre que la Terre se meut dans cet univers infini, puisqu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de point de repère non plus. Donc le mouvement va devenir relatif au point de repère, etc. etc. Bon, voilà, ça c'est le premier ancêtre de Bruno, on va dire.
deuxième ancêtre, dont il va reprendre des enseignements, c'est l'astronome polonais Nicolas Copernic, hein, que vous connaissez certainement. Nicolas Copernic, qui est le premier à avoir renversé le système géocentrique, c'est-à-dire cette conception du monde dans laquelle la Terre est le centre et les planètes tournent autour, et puis au plus loin il y a la sphère des étoiles fixes. Eh bien, Copernic va s'apercevoir qu'on a beaucoup de mal à rendre compte du mouvement observé des planètes avec ce modèle. Il va proposer un autre modèle qui est le Soleil est au centre, la Terre tourne autour du Soleil, les autres planètes tournent autour du Soleil, etc. etc. Il maintient néanmoins l'idée d'un univers fini, hein, Copernic. Mais il est le premier à faire le grand renversement. Hein, la Terre est maintenant un satellite du Soleil. Voilà, ça c'est, donc voilà. Et Bruno, lui, va venir après, et il va s'inspirer de Nicolas de Cus, il l'appelle le Cusin, puisqu'il vient de Cuse en Allemagne, et puis de Copernic. Et lui, il va systématiser tout ça. Bruno, il va considérer que non seulement la Terre est infinie, mais il n'y a aucune stabilité dans la nature. Par exemple, tout le monde tenait la géographie terrestre pour à peu près stable. Ben, lui dit non, pas du tout. Il dit on sait bien que la géographie terrestre ne cesse de changer, que les rivages changent, que les continents peuvent changer. Hein, il a déjà presque cette idée, qu'on a déjà chez certains Grecs, hein, que les continents peuvent se déplacer. Et au fond, pour lui, l'univers tout entier est pris dans ce qu'il appelle l'éternelle vicissitude des choses, c'est-à-dire il y a un mouvement perpétuel de tout. Et tout ce qui existe n'est que le résultat de ce mouvement perpétuel, un résultat aléatoire. Et là, on retrouve chez lui une des idées qu'on trouvait chez les épicuriens, chez les atomistes anciens, c'est-à-dire Démocrite, Épicure et Lucrèce. C'est-à-dire que tout ce qui est le résultat de rencontres entre des corps qui se déplacent dans un univers infini, et que rien n'est jamais stable. Voilà, fin de la stabilité. Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est l'idée peut-être la plus importante de Giordano Bruno. Ils vont développer une autre, c'est qu'au fond, notre monde n'est qu'un monde parmi les autres. Et que chaque chose n'est elle-même qu'une réalité, ce qu'il appelle une monade, à l'intérieur du monde, qui lui-même est un monde parmi d'autres mondes. Et cette idée de monade, on va la retrouver chez un grand philosophe du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, qui est Leibniz, qui évidemment ne citera jamais une seule fois Bruno, alors qu'il s'en inspire à l'évidence. Voilà. Pour citer encore les autres choses importantes dans la philosophie de Bruno, l'idée par exemple de la coextensivité de l'être créé et de Dieu, c'est au fond l'idée fondamentale de Spinoza. Dieu et la nature sont la même chose chez Spinoza. Et au fond, Bruno avance cette même idée, qu'on ne peut pas distinguer Dieu le créateur de sa création. Au fond, nous ne sommes pas des créatures de Dieu, nous sommes en Dieu. Alors ça, évidemment, quand vous dites ça, vous êtes parti sur un très mauvais chemin et vous risquez fort la condamnation à perpétuité par les inquisiteurs. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que Giordano Bruno est un philosophe qui est à un carrefour, est en train de faire basculer notre monde d'un monde fini, clairement distingué entre le haut, les cieux, là où Dieu, et puis le bas, c'est-à-dire la terre. Lui va renverser tout ça, et à la place, il va mettre un monde infini dans lequel il n'y a pas de centre. Mais alors on pourrait croire que, je pense que Freud, là-dessus, a un peu tort. Il dit, la révolution copernicienne et puis galiléenne, il oublie évidemment Bruno comme tout le monde, constitue une blessure narcissique pour l'homme qui n'est plus au centre du monde. Effectivement, vous étiez sur la Terre, vous êtes le centre du monde. Sauf que vous n'étiez pas le centre du monde, vous étiez en bas. C'est-à-dire là, dans le domaine de la génération de la corruption, comme disait Aristote, c'est-à-dire dans lequel il n'y a rien d'éternel. Et si vous êtes en bas, c'est parce que vous êtes très nettement, vous êtes à une distance infinie de Dieu. Si on supprime la différence entre le haut et le bas, vous êtes autant en haut qu'en bas. Il n'y a plus de centre, donc vous n'avez pas Et comme vous êtes capable d'appréhender par l'esprit cette éternelle vicissitude des choses, eh bien au fond, l'homme devient ce qu'il va être ce qu'il a été proclamé dans la Renaissance,
l'être par excellence le plus important, l'être supérieur, celui qui à certains égards égale Dieu. Voilà. Et je crois que ce n'est pas vraiment une blessure narcissique que nous inflige Giordano Bruno, c'est au contraire peut-être une élévation de la puissance humaine. Voilà. Bon, je pourrais dire des tas d'autres choses sur Giordano Bruno, je vais simplement faire une remarque finale. Il y a beaucoup de gens qui sont condamnés par l'Inquisition, enfin beaucoup, pas tant que ça en vérité. Hein. On a beaucoup exagéré les chiffres, etc. Et en particulier, chez les penseurs, il y en a très peu qui ont subi les foudres de l'Inquisition. Ceux qui ont subi les foudres de l'Inquisition, c'est ceux qui, en quelque sorte, ont excédé le domaine strict de la théologie. Si vous restiez un théologien, vous pouviez avancer toutes sortes de thèses, parfois même un peu osées, sans avoir trop d'ennuis. Au mieux, l'Église faisait un petit... Le Saint-Office, celui qui contrôlait les écrits, faisait un récapitulatif. Voilà, dans votre livre, machin, à la ligne temps, vous formulez une proposition hérétique. Voilà, puis après, vous sortez la liste des propositions hérétiques, et tout ça continuait. Donc, beaucoup de livres qui nous paraissent aujourd'hui des livres qui ont fait basculer la pensée dans notre civilisation, beaucoup de livres étaient un peu hérétiques, sans avoir eu de problème. Juste des discussions, des remontrances. Où les choses allaient plus mal, c'est quand il y a une portée politique à ces livres. Alors la portée politique, elle peut être d'abord directement politique, ça va être le cas par exemple d'un philosophe à peu près contemporain de Bruno, qui s'appelle Tommaso Campanella, l'auteur de La Cité du Soleil, La Città del Sole. Et ça peut être aussi une dimension politique, indirecte. Par exemple, Bruno, et Galilée va faire la même erreur, en tous les cas la même audace. Bruno, au lieu d'écrire en latin, qui est la langue des clercs, donc qui est inaccessible aux vulgaires, lui va écrire en italien. Et Galilée fera pareil, il écrira des textes en italien. Ça veut dire que n'importe qui, dès lors qu'il sait lire, peut accéder à ce texte. Et ça, c'est considéré comme avoir franchi un pas. C'est-à-dire, au lieu de s'adresser aux clercs et simplement aux membres de la hiérarchie ecclésiastique, eh bien, Bruno, comme Galilée, s'adresse à tout le monde, s'adresse au peuple. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va leur coûter assez cher. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il y a une deuxième chose qui joue. C'est, vous le savez peut-être, Galilée va être traîné en procès une trentaine d'années après Bruno, sur un motif qui est très clair, c'est qu'il affirme le mouvement de la Terre. On dit parfois, tout ça traîne, on voit ça quand on est professeur chez les élèves, et parfois Galilée a trouvé que la Terre était ronde. Pas du tout, il sait très bien que la Terre est ronde, parce que tout le monde sait que la Terre est ronde. Hein. C'est-à-dire, depuis les Grecs du IVe siècle, on est certain de la rotondité de la Terre, ça ne pose aucun problème à qui que ce soit. Où Galilée va avoir des ennuis, c'est qu'il affirme, comme Copernic, comme Nicolas de Cus et comme Giordano Bruno, que la Terre elle-même est en mouvement autour du Soleil. Et le Soleil lui-même, ça c'est Galilée, c'est sa différence avec Copernic, le Soleil lui-même doit se mouvoir dans l'espace éternel et infini. Alors, Galilée donc va avoir des problèmes avec l'Inquisition, il va être jugé, on va lui présenter des instruments de torture, il va être torturé. Bon, on lui présente les instruments de torture, Galilée, il est vieux, il n'a pas le tempérament d'être un héros, surtout qu'il pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc il finit par abjurer, il dit d'accord, je dirai tout ce que vous voulez, la Terre ne bouge pas, vous avez raison les gars, voilà, bon. On dit que quand il est sorti du tribunal, il a tapé quelques grands coups de pied sur le sol et il a dit « Et pour si mauvais », et pourtant elle tourne. Et puis il va pouvoir continuer ses recherches pendant une dizaine d'années, mais pas de loin, pas de loin d'une dizaine d'années, théoriquement en résidence surveillée, contrôlée par le grand-duc de Toscane, qui aimait bien Galilée, qui l'a protégé dans cette affaire, et les travaux de Galilée vont se répandre dans toute l'Europe,
Par exemple, un certain Descartes a écrit un livre pour défendre les thèses de Galilée. Bon, il ne l'a pas publié, hein, parce que Descartes est un homme prudent, et comme il dit dans un de ses premiers textes, il dit « je m'avance masqué ». Bon, donc c'est quelque chose, la vérité scientifique, elle s'est largement développée. Galilée, au fond, a dû se dire « c'est pas bien grave si j'abjure, parce que de toute façon, tout le monde va savoir que j'ai raison ». Chez Bruno, c'est un peu différent. Bruno est un philosophe. Ce qu'il avance n'est pas simplement une doctrine de cosmologie, n'est pas une théorie astronomique. Hein, il donne beaucoup d'arguments, d'ailleurs, quand même, des arguments qu'on va retrouver presque recopiés in extenso dans le dialogue des deux grands systèmes du monde de Galilée. Hein. Beaucoup d'explications sur pourquoi la Terre pourrait tourner sans qu'on s'en aperçoive sont données chez Bruno. Mais Bruno est fondamentalement un philosophe. Il n'a pas fait d'observation par lui-même. Hein, il a travaillé sur les travaux des autres, mais il n'a pas, comme Galilée, pris sa lunette, regardé les cieux, etc. Et donc, comment dire, au fond, si Bruno avait abjuré, c'est sa philosophie qui disparaissait. Et il est resté, Bruno, parce qu'il est l'homme de la libre pensée. Celui qui identifie son propre sort à celui de la philosophie. De ce point de vue, si du point de vue des idées, on rapprochera facilement Galilée de Bruno, Bruno de Decuse, etc., sur le plan de la philosophie, Bruno, c'est l'héritier de Socrate. Hein, on avait commencé cette série en parlant du procès de Socrate. Socrate arrive son procès, à un moment donné, il dit à ses juges, je ne peux pas reculer. Je ne reculerai pas. Et Bruno est confronté à la même question. Il y a un moment donné où, pour lui, la logique même de sa pensée, la logique de sa position, dit « tu ne dois pas reculer ». Et il ne reculera pas. Et c'est pour ça que Bruno est resté gravé dans nos esprits et reste pour nous un héros, un de ces héros philosophiques dont nous avons entrepris cette année de célébrer la mémoire.